Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vais traiter essentiellement du sujet sur l'hospitalisation à domicile, la perception des prestataires de soins du domicile et de l'hôpital. Alors, comme Jean l'a dit, je suis infirmière de formation avec une expérience antérieure dans le secteur de l'hospitalisation à domicile. Je travaille actuellement au sein de la Haute École Léonard de Vinci. Je contribue au sein de BIAIF dans le WP3, à savoir les personnes en situation complexe, d'où effectivement le symbole de la complexité. Pour ce faire, je réalise une thèse qui est affiliée à l'UCL et mon sujet de recherche globale se porte sur l'hospitalisation à domicile comme étude de cas pour l'interaction entre deux lignes de soins. Donc, mon promoteur est le professeur Jean-Marc et ma copromotrice est Dr Thérèse Van Dion. Donc, je suis actuellement à la fin de la phase 1 de ma recherche et donc ce congrès, cette conférence me permet dès lors de vous présenter les premiers résultats, à savoir la perception des prestataires de soins du domicile et de l'hôpital. Alors, sachez que par moment, j'utiliserai les termes d'alternative à l'hospitalisation en lieu et place de l'hospitalisation à domicile, car cette appellation, en fait, a été une proposition majoritairement partagée par les prestataires de soins lors de ma phase 1. En ce qui concerne le plan, je parlerai d'abord de l'introduction et situerai le contexte global dans lequel s'inscrit donc ce programme d'hospitalisation à domicile. Ensuite, j'aborderai la méthodologie que j'ai sélectionnée en vue de récolter les perceptions des prestataires de soins. Je vous exposerai les résultats obtenus, l'orientation de la recherche et la discussion quant à ces résultats. Pour finir, je terminerai par une brève conclusion. Alors, depuis plus d'un siècle, les soins de santé ont fortement changé, ont fortement évolué. Et comme vous le savez certainement, en Belgique, il y a une volonté d'augmenter les alternatives à l'hospitalisation en transférant les soins de l'hôpital au milieu de vie du patient, comme l'hospitalisation à domicile ou dénommée également tout simplement alternative à l'hospitalisation. Certaines initiatives et projets subsidiés dans ce secteur ont été créés à cet effet. Toutefois, aucun consensus n'a vu le jour concernant sa définition, le type de soins inclus, l'organisation entre les différentes structures qui dispensent les soins, l'attribution en termes de responsabilité, le financement, les critères d'inclusion des patients, etc. En outre, il n'y a pas de consensus sur le résultat attendu. Quelles sont dès lors la perception des professionnels de la santé du domicile et des structures hospitalières quant à ce programme ? Et surtout, où se situe la place du patient dans un programme aussi complexe et non défini? Alors, la phase 1 que je vais vous présenter fait partie intégrante d'une recherche plus globale composée de 4 phases. Cette recherche globale identifiera et classera les pratiques actuelles sur base de critères qui sont déjà bien définis, tels que les types de soins, les critères d'inclusion des patients, etc., comme on l'a vu précédemment. Alors, pour ce faire, il faudra identifier les différentes expériences d'alternatives à l'hospitalisation, qu'elles soient financées d'une part ou non d'autre part. Ensuite, il s'agira de récolter les données en lien avec les modes d'organisation, comme en l'occurrence les types de soins, comme la dialyse péritonéale, l'administration de produits intraveineux, la répartition des tâches, comme par exemple, est-ce que c'est l'équipe hospitalière qui va dispenser les soins au domicile ou est-ce que c'est l'équipe de première ligne qui va dispenser les soins au domicile? Ces différents critères prédéfinis nous permettront ensuite d'identifier nos cas. L'objectif global de mon étude est surtout d'essayer de comprendre, de proposer une explication pour qui, dans quel contexte, pourquoi et comment fonctionne l'alternative à l'hospitalisation. Alors, la première... J'ai mes dias qui sautent, désolée. Voilà. Alors, sur 4 phases de ma recherche, je suis donc à la fin de la première phase avec cet objectif global que j'ai cité précédemment. Alors, des professionnels de la santé ont été sélectionnés pour participer à l'ensemble du processus de collecte de données. Les principaux critères de sélection de ces personnes étaient surtout liés à leur vision systémique globale concernant cette hospitalisation à domicile et leurs expériences. C'était des acteurs hospitaliers, du domicile, travaillant dans le cadre de projets subventionnés ou des acteurs de terrain, de l'hôpital ou du domicile.
De même, les disciplines présentes étaient très variées, telles les médecins, infirmiers, assistantes sociales, diététiciennes, etc. Alors, tout d'abord, un questionnaire en ligne leur a été soumis pour obtenir leur perception de la définition ainsi que des caractéristiques de l'hospitalisation à domicile. Les réponses étaient très diverses et variées, parfois en contradiction les unes des autres. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais me concentrer surtout sur les 3 sessions de réflexion, donc de brain-netting, donc brainstorming en ligne, qui ont eu lieu sur le sujet. Alors, d'une part, la première session portait sur la définition des résultats attendus d'une alternative à l'hospitalisation pour les professionnels de la santé sélectionnés d'une part du domicile et ensuite d'autre part de l'hôpital. Il s'agissait donc de classifier les éléments d'une journée type d'HAD, un peu comme ce qui a été dit précédemment, selon qu'ils se déroulaient bien, donc en l'occurrence, ils étaient classés dans la partie verte, mal dans la partie rouge et normalement, pas mal ni bien, dans la partie orange. La demande était aussi d'expliciter pour qui, pourquoi, dans quel contexte et comment fonctionne ou ne fonctionne pas l'hospitalisation à domicile. Après, la deuxième session a permis d'explorer les mécanismes sous-jacents possibles, en fait, expliquant ces résultats avec cette fois l'ensemble des professionnels de la santé, tous mélangés. Pour ce faire, la demande aux participants était orientée en termes de solutions. Dans les thématiques soulevées lors de la première session, en l'occurrence, vous les trouvez ici, disponibilité, autonomie, indépendance, coût, accessibilité, sécurité, satisfaction, compréhension mutuelle des responsabilités. Les questions formulées aux participants étaient par exemple, on prenait une thématique, donc qu'est-ce qui ferait que les personnes, que ce soit les patients, les prestataires de soins, etc., au sein de l'hospitalisation à domicile, soient disponibles dans un monde idéal ou dans le contexte belge. Ou encore, qu'est-ce qui ferait que les personnes, que ce soit les patients, les prestataires de soins, etc., au sein de l'hospitalisation à domicile, soient satisfaites dans un monde idéal et dans le contexte belge. Durant les 3 sessions, la collecte de données a été organisée en ligne à l'aide de l'outil Mural. Les soignants complétaient leurs post-it virtuels en rapport avec les questions posées. Les 3 sessions ont été enregistrées et retranscrites, de même que le contenu des post-it sur base des éléments récoltés, des thématiques récurrentes, mais surtout importantes aux yeux des professionnels de la santé et interreliées ont émergé. Et après analyse, il en ressort essentiellement 11. Donc, ces 11 thématiques ont été mises en avant dans le cadre des perceptions des participants concernant cette alternative à l'hospitalisation. Il faut savoir que des mots similaires ou avec une connotation similaire étaient regroupés en un ensemble, tel que par exemple travailler ensemble entre professionnels allait donc dans la thématique collaboration. Dans ces thématiques, une était particulièrement importante aux yeux des professionnels de la santé et surtout était interreliée aux autres, à savoir la collaboration. Donc, dans ces thématiques, citons par exemple l'accessibilité, autonomie et indépendance, de nouveau collaboration, coût-tarification, disponibilité, formation compétences, information communication, qualité des soins, responsabilité, satisfaction, sécurité. Alors, les éléments concernant uniquement la collaboration, le travail en équipe ont donc été extraits des brain-netting et classés sur base du, si vous regardez bien, si, par exemple, on met ceci en place, alors on obtiendra tel résultat parce que des éléments ont contribué à atteindre ce résultat. Donc, vous pouvez voir tous les éléments en lien avec la collaboration qui sont indiqués ici. Comme vous pouvez le constater, les éléments uniquement en lien avec justement cette collaboration sont nombreux tant en termes de mécanismes qu'en termes de résultats. Alors, voilà, devant cet aspect, mais avec tant de complexité dans le cadre des alternatives à l'hospitalisation, de la complexité des données récoltées, dès lors sur quel fil faut-il tirer, avec cet aspect d'interrelation. Et en l'occurrence ici, sur quel fil faut-il tirer, quel fil rouge faut-il tirer, puisqu'on parle ici en termes de résultats. La thématique reprise lors des ateliers était collaboration, comme nous l'avons vu, entre l'hôpital et le domicile, entre les disciplines, au sein des structures. Dans le cadre de BIAIF, cette recherche s'inscrit dans le cadre de la personne en situation complexe.
L'orientation principale de ma recherche au départ se concentrait sur le goal-oriented care et le respect des objectifs de vie de la personne en hospitalisation à domicile. Au-delà de ça, l'alternative à l'hospitalisation est complexe de par sa définition, sa conception, son organisation, sa vision en fonction aussi du lieu d'exercice. Alors, Karam, en 2018, a analysé dans sa revue systématique les articles reprenant cette collaboration dite interprofessionnelle et ou interorganisationnelle. Compte tenu de ma collecte de données, il est souvent fait allusion à la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle. Les concepts communs repris dans cette revue systématique sont la communication, la confiance, le respect, la connaissance mutuelle, le pouvoir, les caractéristiques de la tâche, les objectifs communs, le patient au centre et l'environnement. Or, comme vu précédemment, les caractéristiques de la tâche sont très complexes dans ce programme d'alternative à l'hospitalisation. Mais nous avons ici un concept central interrelié aux autres qui est la communication. Notre choix d'orientation de la recherche concernant pour qui, dans quel contexte, pourquoi et comment fonctionne l'alternative à l'hospitalisation se porte sur la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle et plus particulièrement vers cette amélioration de la communication entre professionnels fréquemment soulevée par les participants lors du brainstorming. Les caractéristiques de la tâche de l'alternative à l'hospitalisation sont complexes, comme nous l'avons vu. Et donc, ces caractéristiques ont un impact sur le patient, mais aussi il est important de prendre en compte le patient et ses objectifs de vie au centre de ces tâches. De plus, le patient aura certainement un sentiment de sécurité, un sentiment d'une bonne collaboration et coordination si la communication est bonne entre professionnels et entre organisations. Le patient se sentira en sécurité parce qu'il percevra que les professionnels alignent leurs interventions aux connaissances qu'ils ont de la situation à son domicile, s'alignent à sa propre réalité. Et cela est possible parce que des réunions, par exemple, s'organisent sur le lieu de vie du patient. Le patient se sentira en sécurité parce qu'il percevra que les prestataires ne sont, par exemple, pas en conflit les uns avec les autres, etc. Nous arrivons donc à une question. Dans quelles circonstances, comment, pourquoi et pourquoi la communication interprofessionnelle et interorganisationnelle fonctionne-t-elle au sein de l'HAD? Et donc, entre les organisations de la première ligne, mais aussi et surtout entre les structures hospitalières et du domicile, en ce compris toutes les disciplines concernées par l'alternative à l'hospitalisation. Donc, qu'est-ce qui fait que la communication va bien ou va moins bien? Donc, quelles sont les forces en présence? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la communication? Alors, je vais lire cette dia de droite à gauche essentiellement pour mieux comprendre ce schéma. Et donc, comme mécanisme pour les participants au brainstorming, il est important de disposer des informations pour faire correctement le boulot. D'avoir une bonne communication entre professionnels au sein d'une même ligne ou entre les deux lignes de soins, spécifiquement liées au contenu de l'information. Donc, ce contenu d'information qui est donc à différents niveaux, entre les organisations, mais aussi entre professionnels. Mais qu'est-ce qui permet que ce mécanisme fonctionne? Il est lié à plusieurs éléments. Donc, c'est notamment lié à l'empowerment du soignant. C'est-à-dire, je sais de quelles infos j'ai besoin, comme par exemple, lors d'une antibiothérapie en intraveineux, j'ai besoin du schéma thérapeutique, de la fréquence d'administration, du mode d'administration, des effets secondaires, de l'aspect logistique en termes de matériel et produits, etc. Mais aussi, comme par exemple, les informations concernant le patient, à savoir ses disponibilités, quand est-il à la maison, est-il bien entouré, etc. Alors, au sentiment de contrôle aussi, qui est lié à l'accessibilité des informations dont je dispose. Ces informations sont suffisantes, exactes et de qualité pour pouvoir travailler. Ensuite, le sentiment de compétence et formation, nécessaire à la compréhension des informations. Donc, les professionnels se sentent compétents pour analyser les informations dont ils ont besoin, pour pouvoir faire le tri, pour ajuster les interventions en conséquence, pour vérifier que cette information est de qualité, pertinente, suffisante, tout en ayant justement cet esprit critique et pouvoir aller chercher l'information qui manque par rapport aux ressources, par rapport aux besoins,
par rapport au protocole, par rapport aux techniques, par rapport aux effets secondaires et indésirables, par rapport aux patients, etc. Ces éléments rejoignent le modèle de novice à expert de Benner pour ceux qui connaissent. Il faut d'ailleurs une bonne conscience de soi. Ces aspects leur procurent un sentiment de sécurité et d'efficacité, leur permettant dès lors aussi de s'adapter en fonction des informations reçues et de s'organiser dans le cadre des passages chez le patient, par exemple. Afin d'améliorer la communication au sein du programme d'alternative à l'hospitalisation, du processus, il est nécessaire d'avoir du personnel de l'aide et du soin qualifié, compétent, que ce personnel suive les formations continues accessibles, qu'il puisse utiliser les ressources disponibles, tel le dossier du patient informatisé, le produit disponible en officine publique, le matériel livré au domicile du patient, par exemple. Dans le contexte, ces informations soient quelque part accessibles. Soit accessibles, disponibles tout en étant pertinentes et mises à jour, actualisées. Et donc, les mécanismes ne seront pas activés si ces éléments ne sont pas présents dans ce contexte. Après, qu'est-ce qui va me permettre d'observer la communication à un temps A et la communication à un temps B? Qu'est-ce qui va m'aider à évaluer si la communication est améliorée ou non? Il faut trouver dès lors les éléments qui ont permis d'améliorer la communication. Et donc, forcément, on peut le voir, ça peut s'observer par la participation aux réunions, l'augmentation d'interaction entre médecins et prestataires d'aide et de soins, et le patient qui a une place centrale, la connexion au dossier partagé, etc. Alors, au niveau des forces et faiblesses de cette approche, mais nous avons relevé quelques forces et quelques faiblesses. Donc, suite à la perception des professionnels de la santé concernant le programme, il ressort des configurations, comme vous l'avez vu, en lien avec le contexte, en lien avec des mécanismes, en lien avec des résultats. En tout cas, ces configurations sont en train d'être analysées. Ensuite, on en ressortira une seule qui sera utilisée comme point de départ pour de futures études de cas, ce fameux fil rouge. Les forces et faiblesses de cette approche sont donc au niveau des forces, réalité du terrain contextualisée, entretien avec des experts, approfondissement dans une thématique. Au niveau des faiblesses, nous sommes dans un choix arbitraire, donc du fil, non exhaustif, les points de vue des patients qui manquent, mais qui n'est que temporaire. Alors, une remarque toutefois, la partie interprétative fait partie intégrante du processus et donc dans le cadre de la méthodologie approche réaliste. Alors, comme conclusion, il en ressort qu'il n'existe pas à ce jour un consensus quant à la définition, mais bien une proposition majoritairement partagée quant à un changement d'appellation et donc de parler d'alternative à l'hospitalisation et non d'hospitalisation à domicile. La thématique prépondérante est donc notre fameux fil rouge à tirer et concerne la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle. Ensuite, nous avons amené l'argumentation de façon à ce que cette recherche s'oriente sur l'amélioration de la communication comme résultat attendu, teinté par la place centrale du patient. Les perspectives suivantes sont l'avancement dans des configurations contexte mécanisme outcomes qui ressortiront suite à une analyse plus complète des données. Elles seront alors confrontées avec la littérature pour ensuite être soumises aux professionnels de la santé pour validation, modification éventuelle lors d'un dernier brainletting, donc brainstorming en ligne. Pour terminer, je voudrais vous faire part de commentaires de 2 participants à ces sessions. Alors, d'une part, il y a un commentaire d'un infirmier de seconde ligne de soins palliatifs à domicile qui expliquait notamment « Contacter directement le médecin spécialiste pour avoir les informations dont on a besoin. » Alors, évidemment, c'est utopique. Ça, je dis pas que c'est faisable en pratique. Mais comme on avait parlé du contexte du monde parfait, ensuite, nous avons aussi le verbatim, le commentaire d'une infirmière coordinatrice en HAD à l'hôpital.
Nous avons été quand même témoins de beaucoup de patients qui étaient tellement ravis de pouvoir être chez eux parce que c'était des hospitalisations très longues. Et donc, je pense à des adultes et particulièrement aux enfants aussi, qu'on a pu permettre de rentrer chez eux et qui tout d'un coup se redéveloppaient autrement. Donc voilà, je veux quand même redonner la parole aux patients qui sont souvent quand même ravis de cette alternative à l'hospitalisation. Donc, dans le cadre justement de cette recherche, j'ai quelques questions à vous formuler. Et pour vous, justement, quelle serait la thématique la plus importante à aborder dans le cadre de l'alternative à l'hospitalisation? Et quelle est votre perception, selon vous, pour qu'une alternative à l'hospitalisation fonctionne? Et toujours dans ce cadre-là que j'ai choisi d'orienter pour ma recherche, donc l'amélioration de la communication en lien avec ces caractéristiques de la tâche qui sont complexes, et en lien avec des objectifs partagés essentiellement centrés sur le patient. Voilà.